qu'il y ait plus de valeurs positives que de positifs. Donc, la tension moyenne de bruit est égale à 0. Ça, c'est sûr. Il n'y a pas de… Par contre, si je trace la tension au carré, la tension au carré, qu'est-ce qu'elle fait? Tout ce qui est négatif, il vient au haut. Donc, ça va faire des choses comme ça. Et si je trace la moyenne de tout ça, ça sera Vn au carré moyenne, d'accord? Et sa racine, normalement, pour avoir une tension efficace et non pas une tension au carré. Et ça, c'est ce qui donne la valeur qui a été donnée, qui est 200 microvolts. C'est ce qu'on appelle la valeur efficace. D'accord? C'est celle qui va peut-être faire chauffer la résistance en sortie. Alors, normalement, c'est la puissance dans ce cas-là, si cette tension-là, c'est ce que j'appelle, c'est ce que j'ai appelé la tension V efficace, comme elle est au bord d'une résistance, eh bien, tout simplement, je vais faire ici, est égal à tension efficace au carré sur la résistance de charge. La résistance de charge ici, c'est R0 parce que tout est égal à 50 ohms. Voilà ce qu'on a. Donc, la puissance de bruit en sortie, mesurée, c'est V efficace au carré sur R. Mathématiquement, elle doit être égale à G fois le bruit à l'entrée, plus le bruit généré intérieurement dans le transistor, dans l'amplificateur. Alors, c'est une contribution de plusieurs bruits. Bien, alors ce qu'on cherche ici, c'est quoi? C'est la température équivalente de bruit, n'est-ce pas? La température de bruit efficace, effective de l'amplificateur, c'est TE. Il faut chercher TE, donc TE, il suffit de réarranger tout ça. Alors normalement ici, on a, ça va définir G fois K fois B, facteur de T0 plus TE, est égal à V efficace au carré sur R. 0. Donc à partir de ça, je sors que la température efficace, c'est V efficace au carré sur G K B R0 moins T0. Voilà, ça c'est juste un moyen de mesurer la température de bruit d'un amplificateur. Alors ici, on fait une application numérique. Alors, qu'est-ce que ça fait? Alors, TE est égal à, alors V, c'est 100 microvolts. Voilà, 100 microvolts. Voilà, au carré. Alors, G en linéaire, donc c'est 60 dB, ça fait 10 à la puissance 60 sur 10, normalement. Allez, hop, 60 sur 10, normalement. Fois K, c'est 1,38, 10 à la puissance moins 23. Fois B, c'est 10 kHz, 10 fois 10 à la puissance 3, fois R0, qui est égal à 50 ohms, moins T0, on a dit, c'est 290 K. Alors, si vous faites ce calcul, vous allez trouver que TE est égal à 1159,27 Kelvin. Voilà, ça c'est la température de bruit efficace de cet amplificateur. C'est un amplificateur assez bruyant parce que c'est une grande température. 100 microvolts, alors je rappelle, qu'est-ce que c'est que 100 microvolts? Ça veut dire 0,1 millivolts. Ça veut dire sans rien du tout. C'est-à-dire, vous prenez juste l'amplificateur, tout seul, vous mettez rien, ici, vous connectez juste une résistance à la masse, R0, à une température ambiante, T0. Vous avez déjà un signal de valeur efficace, à peu près 0,1 millivolts. Bon, alors je rappelle toujours, on est en télécommunication. Et 0,1 millivolts, pour nous, c'est énorme par rapport aux signaux auxquels on s'attend
quand on fait une communication sans fil. Hein. Je rappelle, on n'est pas en train de travailler avec 220 volts ou 15 kilovolts ou bien les lignes haute tension. On est en train de travailler avec des microvolts. Et ça, c'est déjà beaucoup comme bruit. C'est-à-dire, on peut s'attendre à recevoir un signal sinusoïdal qui est beaucoup plus petit que ça. Et par conséquent, il est déjà noyé dans le… Non, il est noyé dans le bruit. On ne pourra pas le récupérer parce que c'est déjà… Ça fait beaucoup de bruit, ça. C'est là qu'on s'intéresse au bruit. Alors, je vais vous laisser imaginer 2 secondes un monde sans bruit. S'il n'y avait pas de bruit, imaginez que s'il n'y avait pas de bruit et que vous voulez faire une communication entre un émetteur, hop, et un récepteur qui se trouve ici. Imaginez qu'il n'y avait pas de bruit. S'il y a… Pourquoi on utilise une certaine puissance ici? Alors, je rappelle que, par exemple, on va prendre des exemples. On a dit que, par exemple, pour un Wi-Fi, le Wi-Fi, il va de votre routeur, par exemple, jusqu'à votre téléphone portable. Imaginons que ça, vous avez le Wi-Fi, le routeur. Alors, le Wi-Fi, ils utilisent comme puissance à peu près maximum 100 milliwatts pour le Wi-Fi. Bien. Alors, si je vais à votre… Imaginons que ça, c'est un téléphone portable et qui va discuter avec une BTS. Alors, un téléphone portable GSM, ils utilisent à peu près 1 watt. D'accord? Imaginez que maintenant, c'est une radio VHF comme utilisée par la police ou tout ça. Alors, eux, ils vont utiliser 5 watts de puissance d'émission. Alors là, on est en train de discuter des puissances d'émission. Alors, imaginez que c'est un émetteur satellite. Il va émettre à peu près dans les 100 watts. Imaginez que c'est un émetteur FM, il va utiliser à peu près dans les 10 kilowatts. Imaginez que c'est un émetteur TV, il va utiliser dans les 100 kilowatts. Imaginez que c'est un émetteur onde courte, et il va utiliser 500 jusqu'à 1 mégawatt. Alors pourquoi les puissances ils sont différentes? Pourquoi ce n'est pas les mêmes puissances d'après vous? Et là, s'il vous plaît, je suis en train de… J'imagine qu'on est en classe et on est en train de discuter ensemble. Sinon, ça ne va pas marcher de discuter tout seul. Monsieur, Oui. s'ils ont la même puissance, ils vont faire de l'interférence entre eux. On ne pourra pas distinguer. Non, je suis désolé, je vous interromps ici. L'interférence, si jamais ils ont les mêmes fréquences. Ce n'est pas les mêmes puissances. Puissance, ça n'a rien à voir. Puissance, ça n'a rien à voir. Si jamais ils travaillent dans les mêmes fréquences, le récepteur, il ne va rien comprendre. Il va recevoir des fréquences identiques de 2 sources qui sont différentes. Donc, à la réception, il ne va rien comprendre. Bon, les puissances, non. Les puissances ne peuvent pas interférer. 2 puissances ne peuvent pas interférer dans un système. C'est les fréquences. Par exemple, imaginez que vous avez dans le domaine fréquence Hagda, vous avez une source ici et une autre source ici, avec une puissance beaucoup plus grande. C'est pas grave parce que normalement, le récepteur, qu'est-ce qu'on fait? Il y a toujours un filtre qui va filtrer, qui va ne laisser passer que le signal utile. Et Hada, il ne va pas m'embêter. Quand est-ce qu'il va m'embêter? Si jamais il est ici, à la même fréquence, il a une amplitude beaucoup plus grande. Donc ça, là, il va m'embêter parce qu'il va rentrer à l'intérieur du filtre également. Il va passer par le filtre de réception. D'accord? Donc, le problème, ce n'est pas les interférences avec les fréquences, non. C'est les interférences. Ce n'est pas les puissances. Les puissances ne font pas l'interférence. Ce sont les fréquences identiques qui font l'interférence. Oui, alors, j'attends d'autres réponses. Pardon, monsieur, c'est entre l'émission et la réception. Oui, la distance, oui. Oui, ce n'est pas les mêmes distances. Le Wi-Fi, Bluetooth, on s'attend à quelques mètres. GSM, 1 kilomètre.
Un radio VHF de police, on s'attend à quelques kilomètres, d'accord? Satellite. Tiens, alors satellite, regardez, 100 watts. Alors que FM, 100 kilowatts. Ça, c'est intéressant. Alors, la distance Terre-satellite, c'est combien? C'est 36 000 kilomètres. Alors que le FM, il ne couvre pas plus de 40 kilomètres de rayon. Ça, c'est intéressant. Pourquoi ce n'est pas les mêmes puissances? Alors, je rappelle. Quand vous avez un émetteur FM, il couvre une zone à peu près maximum 40 kilomètres. D'accord? Et il utilise combien? 10 kilowatts. Alors que un émetteur satellite, pour aller jusqu'à une distance de combien? De 36 000 kilomètres. Utilise juste une puissance de 100 watts. 10 kilowatts. Ça dépend du milieu de propagation. C'est pas ça. Bon, c'est vrai que le milieu de propagation, il est beaucoup meilleur parce que c'est une visibilité directe, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a rien. Mais quand même, ça ne justifie pas le passage vraiment de 100 watts à 10 kilowatts. Monsieur, le milieu avec monsieur, les sources de bruit qui existent. Ça, c'est une bonne réponse. En fait, c'est la réponse à la question. Pourquoi on utilise des puissances différentes, Naya? Eh bien, le seul objectif, c'est qu'à la réception, quand on reçoit notre signal, alors je vais le mettre en vert parce que c'est une bonne chose. Quand on reçoit notre signal, eh bien, au niveau du récepteur, il faut que ce signal soit plus grand que le bruit qui existe au niveau du récepteur. D'accord? Toutes ces puissances Hado, ils ont un seul objectif. C'est que, une fois traversé la distance, quand il arrive au niveau du récepteur, le signal, il doit être plus grand que le bruit. Il faut avoir un rapport C sur N. Bon. Grossièrement, je vais dire 10 dB, mais ce n'est pas une loi exacte. Par exemple, il faut au moins 10 dB, c'est-à-dire que le signal doit être 10 fois plus puissant que la puissance du bruit. C'est ça l'objectif. C'est pour cela que les puissances, ils sont différentes. Alors, imaginez qu'il n'y avait pas de bruit. Imaginez qu'il n'y a pas de bruit. Alors, dans ce cas-là, je peux utiliser un seul picowatt et quel que soit ce que je reçois ici, comme je le reçois sans bruit, je peux amplifier, amplifier, amplifier jusqu'à avoir un bon signal et puis après faire une démodulation et puis retrouver mon signal. Ben, malheureusement, il y a toujours le bruit. D'accord? Et il faut vaincre ce bruit au niveau du récepteur pour pouvoir espérer démoduler correctement. D'accord? Ça, c'est quelque chose vraiment qu'il faut comprendre, que toutes ces puissances, toutes ces modulations qu'on fait en télécom, leur seul objectif, il y a un deuxième objectif, mais l'objectif principal, c'est au niveau du récepteur, on doit avoir un bruit, on doit dépasser le niveau du bruit. Sinon, ça ne sert à rien. Hein. Imaginez que je suis en train de vous parler et on est à côté d'un réacteur d'avion. Je peux crier comme je veux, ça ne sert à rien. C'est impossible que vous m'écoutiez, que vous pouviez me faire une démodulation ou comprendre ce que je suis en train de dire. Donc, la puissance, même nous, quand on parle, les humains, quand on parle avec quelqu'un d'autre, la puissance que l'on sort de voix, généralement, on est en train de l'adapter au niveau du bruit, au niveau du système de réception, de la personne qui est en train de vous écouter. Hein. Si vous êtes dans un théâtre où il y a un silence total, alors vous pouvez simplement chuchoter. Hein, vous parlez tout doucement parce que c'est suffisant pour vaincre le bruit parce qu'il n'y a presque pas de bruit. Si vous êtes dans un souk, vous parlez très très fort pour qu'ils puissent vous écouter. Donc, les puissances que vous êtes en train d'utiliser, leur seul objectif, c'est que au niveau de la réception, il faut vaincre le bruit existant. Bien.
Donc, je reviens vers les satellites. Eh bien, en communication par satellite, eh bien, les bruits que l'on va connecter par les bruits d'antenne, ils sont beaucoup plus petits que les bruits que l'on connecte sur Terre. Parce que sur Terre, il y a beaucoup de systèmes industriels et tout ça, qui couvrent tout. On ne peut pas les filtrer, ils sont là. Donc là, on doit utiliser des puissances beaucoup plus grandes. Deuxième chose, bien sûr, ici, on utilise des antennes omnidirectionnelles qui doivent rayonner partout. Donc, il y a très peu de gains. Alors que ici, on utilise des antennes avec un très, très grand gain, par exemple, dans les 40 décibels. Et l'autre, elle fait également 40 décibels. Regardez, on a un très, très grand gain. Alors que ici, que ce soit votre petit radiorécepteur ou bien votre émetteur, les deux gains, ils sont presque égaux à 0 décibel pour que l'émetteur rayonne partout, dans tout le monde. Et pour que celui-là écoute toutes les stations de partout, des stations de celui-là. Celle-là, elle a un émetteur qui se trouve ici, vous pouvez l'écouter. Celle-là, un autre émetteur ici, vous pouvez l'écouter. Si vous aviez une antenne directionnelle, vous pouvez écouter que celle-là ou celle-là ou celle-là. Donc, voilà ce qu'il faudrait garder en tête, c'est que la seule existence des télécoms avec ces complications, c'est de dépasser le niveau du bruit. Bien. C'est quoi la deuxième question? On applique à l'entrée de cet amplificateur un signal entaché de bruit, de rapport signal sur bruit de 20 décibels. Quel sera le rapport signal sur bruit en sortie? Alors, sans faire de calcul, si j'applique un signal sur bruit d'entrée de 20 dB, comment va être le rapport signal sur bruit en sortie? Plus grand ou plus petit? Plus petit. Plus petit. Très bien, parce que le rapport signal sur bruit ne peut que se dégrader. Parce que chaque étage ajoute son propre bruit. D'accord? Alors, normalement, voilà comment ça se passe. Alors, imaginez que vous avez votre amplificateur ici. D'accord? D'accord. Alors, normalement, vous avez un rapport signal sur bruit en entrée, input, et en sortie, vous avez un rapport signal sur bruit en sortie. Alors, je vais faire ce petit dessin que j'aime beaucoup faire parce qu'il est très, très explicatif. Alors, imaginons que ça, c'est le plancher de bruit. Alors, j'applique un signal. J'applique d'abord un bruit en entrée, que je vais appeler NI. D'accord? C'est celui-là. Et j'ai également un signal SI. D'accord? Et bon, bien sûr, le rapport entre les deux, c'est ça. Alors ça, c'est la puissance du signal, ça, c'est la puissance de bruit. Ce rapport-là, il fait combien? 20 décibels. C'est-à-dire, si vous regardez ça, imaginez que vous êtes en train de regarder ça sur un analyseur de spectre. Sur un analyseur de spectre, vous allez voir le bruit, puis après votre signal, puis après le bruit, le bruit. L'analyseur de spectre, il affiche toujours en décibels. Donc, ce rapport de là à là, on a 20 décibels. Donc, on a un joli pic qui sort bien du bruit, très visible. Par conséquent, 20 dB, c'est un très, très bon rapport signal sur bruit. Bien. Alors, on va passer par l'amplificateur. Qu'est-ce qui va se passer quand on va passer par cet amplificateur? Eh bien, tout d'abord, tout va être multiplié par G. D'accord? Bon, mon signal va être multiplié par G, mon bruit, bien sûr. Alors, il y a un autre qui va être créé par l'amplificateur, un autre bruit, et mon signal va être multiplié par G. Alors, qu'est-ce que je vais trouver ici? Alors, d'abord, mon signal NI qui va être multiplié par G, donc on va trouver G
fois le gain fois le bruit que j'ai appliqué en entrée. Je vais trouver un autre bruit que celui-là, il a été créé à l'intérieur. Alors, et qu'on a appelé G fois N ajouté. D'accord? Et je vais trouver également en sortie un signal de sortie qui n'est autre que le signal d'entrée fois le gain G. Donc, je vais me retrouver, et ça, c'est ce que j'ai appelé le bruit en sortie. Alors, et on voit bien que le rapport S sur N en sortie, il est plus petit que le rapport S sur N en entrée. Alors, ce qui va se passer ici, c'est comme si, alors en sortie, ça va être comme ça. Alors, ça va être quelque chose comme ça. Alors, tout est amplifié, et on aura un rapport S sur N output qui est plus petit que le rapport S sur N input. Alors, pourquoi? Ben, on va faire le calcul. Quel est le rapport signal sur bruit en sortie? Signal sur bruit en sortie, c'est quoi? Alors, le signal en sortie, c'est quoi? C'est tout simplement le signal en entrée qui a été multiplié par gain G. Par contre, le bruit en sortie, hein, c'est le gain G qui multiplie le bruit que j'ai appliqué en entrée plus le bruit qui a été ajouté par l'amplificateur. D'accord? Alors, le G, on va pouvoir le simplifier et on va faire en sorte que on ressort le NI, on va le mettre en facteur 1 plus N ajouté sur NI. Or, ça, c'est le rapport signal sur bruit en entrée. D'accord? Alors, par définition, hein, nous avons défini le facteur de bruit. C'est quoi? Ça mesure quoi? La dégradation du rapport signal sur bruit entre l'entrée et la sortie. Le facteur de bruit, c'est le rapport signal sur bruit à l'entrée sur signal sur bruit en sortie. Si vous faites ça, bon, ça c'est le rapport, qu'est-ce qui reste? Il reste 1 plus le bruit ajouté de l'amplificateur sur le bruit en entrée. Ça, c'est ce qu'on a défini par définition le facteur en linéaire. Alors, on définit également le facteur de mérite. Bien, on appelle le noise factor, c'est tout simplement 10 fois le log de f en linéaire. C'est ce qui est donné dans les constructeurs. Il est toujours donné en décibels. Par exemple, vous trouvez n factor est égal à 0,8 pour les amplificateurs de 0,8 décibels. Pour les LMB, et ainsi de suite. D'accord? Vous achetez n'importe quel LMB, vous allez trouver le facteur de bruit. Plus celui-là, il est petit, mieux est l'amplificateur. Alors, cette relation-là, on peut également la mettre sous forme de température de bruit parce que comme le N ajouté, c'est K fois T de l'émetteur, maintenant, ça va être 1 plus la température. Alors, normalement, c'est K T E fois B sur à l'entrée, on a dit par définition, le F, il est défini pour une entrée à T égale T0. Donc, c'est K fois T0, le standard 290 fois B est égal, donc 1 plus TE sur T0. Donc, on a une autre relation, le facteur de bruit, tout simplement 1 plus TE sur T0, ou bien, ce qui est intéressant également, c'est relier TE à facteur de bruit. TE, c'est F, non, c'est T0 facteur de F moins 1. C'est T0, facteur de F moins 1. Ça, c'est très important également.
Bon, les deux relations que je viens d'encadrer, Camille, ils sont importants. Bien. Alors, donc on voit bien que, regardez, la seule condition pour laquelle le rapport signal sur bruit ne se dégrade pas, c'est-à-dire quand est-ce que j'aurai rapport signal sur bruit en sortie, en entrée, égal à rapport signal sur bruit en entrée, ils seront égaux si jamais il n'y a pas de bruit ajouté par l'amplificateur. Il faut que N ajouté égale à 0, ou bien il faut que la température TE équivalente de l'amplificateur soit égale à 0. Mais ça, ce n'est pas possible. Chaque amplificateur, il a toujours un bruit interne parce que au moins, il y a des résistances à l'intérieur, il y a des diodes et ainsi de suite. Et ces diodes et ces résistances, ils génèrent leur propre bruit. Pour votre information, parfois, dans tout ce qui est les études cosmiques et ainsi de suite, on reçoit des signaux extrêmement faibles et on a recours à un refroidissement des amplificateurs pour minimiser la température équivalente de bruit. Hein. Les amplificateurs eux-mêmes, ils sont refroidis pour minimiser la température de bruit. Bien. Alors, on fait un calcul ou pas maintenant? Bon, ben, regardez, le facteur de bruit, donc c'est ça. Alors, le facteur de bruit, F est égal à combien? Alors, ça sera 1 plus la température équivalente, donc on a dit c'est 1159,27 sur la température standard qui est 290, et on trouve que F est égal à, je ne sais pas, j'ai le NF, hein, qui est 10 fois le log. Qui est 10 fois le log de tout ça, et on trouve à peu près 6 dB. Oh là là, qu'est-ce que ça veut dire NF égale à 6 dB? Ça veut dire qu'il va dégrader le rapport signal sur bruit de 6 dB. Hein? D'accord? Ça veut dire que le rapport signal sur bruit out est égal à signal sur bruit in moins 6 dB. Ça veut dire comme il était à 20, donc il va devenir à 14 décibels. Bon, alors, juste pour votre enfant, parfois je sors à droite et à gauche parce que ça fait mi-cours, mi-TD. Sinon, j'aurais pu juste appliquer les relations du cours, on serait sorti rapidement. D'accord? Donc, on rentre avec un rapport signal de 20, on dégrade à 6. Donc, on était 20 ici, on sort à la sortie avec simplement 14. Et plus vous ajoutez des étages, plus vous ajoutez le bruit. Parce que le signal ne fait que s'amplifier. Par contre, le bruit, il s'amplifie, plus il y a la contribution de chaque amplificateur de plus. Il y a toujours celle-là qui s'ajoute. De chaque bloc. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions sur ce premier exercice? Il y a toujours la connexion, non? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur, oui. Amplifier. Par exemple, j'essaie juste de voir est-ce qu'il y avait. Oh, tiens, celui-là. Alors, est-ce qu'il y a un fichier? Il y a oscillateur local. Est-ce qu'il y a? Il n'affiche pas là. Ce qui m'intéresse, c'est le facteur de bruit. Est-ce qu'il y a? Voilà. Voilà. Est-ce que vous voyez celui-là? Vous voyez bien?
Alors ça, c'est une tête de LMB. Il vous donne le gain. Voilà, c'est écrit 65 décibels. Vous voyez ça? Est-ce que vous voyez le gain? 65. 65 décibels. Et noise, c'est écrit ici, noise, c'est le facteur de bruit en décibels, il est égal à 0,3. Alors ça, c'est un très bon LMB, parce que 0,3, c'est très très bien quand même. Alors, l'idéal, c'est 0 décibels, c'est-à-dire il ne dégrade rien du tout. L'idéal, bien sûr, c'est 0. Mais bon, ça n'existe pas. Il y a des 0,1, mais ça, bon, ça coûte beaucoup, beaucoup plus cher. D'accord? Donc là, vous savez lire une tête de LMB, vous avez tout ce qu'il faut. Vous voyez les fréquences de fonctionnement en entrée et en sortie, donc après le mélange. D'accord? Vous avez le gain et vous avez le facteur de bruit. Le facteur de bruit, ben, ça vous donne la dégradation que va subir votre signal sur bruit. Et ça, vous ne pouvez pas en échapper. Allez hop, on va prendre celle-là, on va la laisser comme... Voilà, donc on passe à l'exercice suivant. Alors, je vous rappelle que je ne suis pas en train d'enregistrer. C'est-à-dire, vous prenez des notes ou vous faites ce que vous voulez, ou bien je vais vous envoyer ce que je suis en train d'écrire. Bien. Alors, on passe à l'exercice 2. Alors, quel est le facteur de bruit d'un atténuateur? C'est ça la question. Alors, quand vous avez un amplificateur, eh bien, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend de ce qui est à l'intérieur, du conception, tout ça. Bon, c'est-à-dire son noise factor, hein, il est donné par le constructeur. Mais enfin, par contre, supposons que vous avez un atténuateur. Bon, un atténuateur, il fait la fonction inverse de l'amplificateur. Celui-là, il amplifie, celui-là, il atténue. Un atténuateur peut être conçu à partir de résistances comme ça pour atténuer le signal. Ça, c'est un exemple. Alors pour celui-là, hein, normalement, comme il est bruyant, quand on va faire l'étude, on va le représenter par un amplificateur non bruyant et à son entrée, hein, je vais mettre une température TE qu'on a dit est égale à simplement est égale à T0 facteur de F-1. D'accord? Alors, voilà le schéma équivalent. Alors, je voudrais savoir maintenant, comme c'est un atténuateur, donc, et par conséquent, il est également bruyant, il y a des résistances à l'intérieur et tout ça, donc il est bruyant. On voudrait savoir, quand on va faire un atténuateur, il atténue, alors lui, il amplifie d'un gain G, et celui-là, il atténue d'un facteur L. Alors, normalement, il a un gain G qui est égal à 1 sur L. D'accord? Avec L positif, bien sûr. Ici, on a un gain G positif. Alors, généralement, on travaille avec au lieu de dire une atténuation de moins 5, ou bien un gain de moins 5 décibels, on dit une atténuation de 5 décibels. D'accord? Alors, pour celui-là, on aimerait bien savoir qu'est-ce qu'on va faire ici comme schéma équivalent quand on va enlever le bruit. Alors, bon, avant de calculer ça, j'aimerais juste... Quand est-ce qu'on va utiliser un atténuateur d'après vous? Allez hop,
séance de discussion. Juste amplificateur, on comprend, on a un petit signal, on voudrait l'amplifier. Et atténuateur, quand est-ce qu'on va pouvoir utiliser un atténuateur? يلا نشوف شي واحد يديسكوتي معنا هنايا. السي إلياس عندك vous avez une idée؟ السي إلياس دهن النعس. إلياس بوداوي. Monsieur, Oui. monsieur, باش كيكون عندنا واحد السينيال trop faible durant sa transmission نقدروا تما نخدموا l'atténuation je pense. ولكن ساعات غنزيدو نهبطوه ولا لا؟ Si vous faites un atténuateur, il réduit le niveau d'un signal. Un atténuateur, par exemple, l'atténuateur que l'on a dans l'exercice ici, c'est un atténuateur de 6 dB, c'est-à-dire il multiplie par 1 sur 4. Hein, parce que, d'accord? Ça veut dire que si, imaginez que vous appliquez, Hada, c'est un atténuateur qui a L est égal à 6 décibels. En linéaire, ça fait, non, 6 décibels, c'est 4. 6 dB, c'est 4. Comme c'est une, donc le gain, c'est 1 sur 4. Le gain G, c'est 1 sur 4. Donc, Hada, ça veut dire, il multiplie par 1 sur 4. Ça veut dire que si vous injectez 1 watt, vous allez retrouver ici 0,25 watts, par exemple. Ah, d'accord. D'accord. Un atténuateur, c'est ça. Par contre, un gain G, il va émettre, vous injectez 1 watt, il va vous sortir un gain G de 10 dB, par exemple, et vous allez sortir 10 watts. Bien. Alors, je vais vous dire 2 cas où on pourra utiliser un atténuateur. Il y en a plusieurs, mais de toute façon, 2 cas qui pourraient être reliés à ce qu'on a vu dans les cours. Alors, imaginez que, on va revenir aux lignes de transmission, imaginez que vous avez un générateur. Allez hop, on va dire extrêmement cher. C'est-à-dire, il faut protéger. Il faut le protéger. Hein. Imaginez, c'est un générateur de laboratoire qu'on a, par exemple, en salle de TP. D'accord? Imaginez que j'ai un générateur en salle de TP. Haute fréquence, bien sûr. D'accord? Et on n'est jamais à l'abri d'un étudiant qui fasse une connerie, qui court-circuite la sortie ou bien qui la laisse ouverte. Alors, quand vous avez un circuit ouvert ou bien un court-circuit, quel est le coefficient de réflexion? Imaginez que, bon, là j'ai laissé la place pour mettre plus tard l'atténuateur. Alors, imaginez qu'un étudiant, il a laissé j'imaginais qu'il va sortir ici 1 watt. Imaginez que vous avez laissé ça complètement ouvert. Vous n'avez rien connecté. Alors, on va mettre un câble comme ça. Et vous avez un câble et ici, vous avez laissé la connexion ouverte ou bien quelqu'un il a court-circuité par erreur. Alors, qu'est-ce qui va arriver ici comme puissance? 1 watt. N'est-ce pas? En module, qu'est-ce qui va être réfléchi? Combien de puissance? Combien de puissance va être réfléchi? 1 watt. 1 watt. Tout va être réfléchi. Hein? Et on a un coefficient de réflexion de combien? Gamma. En module. Ouais, on va moins 1, ou bien en module, ça fait 1. Donc, tout est réfléchi. Alors, si vous faites une connerie comme ça
Ça veut dire que vous pouvez très facilement endommager ce générateur qui est extrêmement cher parce que vous allez réfléchir 1 watt qui va peut-être brûler s'il n'est pas très très bien conçu. D'accord? Alors, imaginez que maintenant, à l'intérieur de cet amplificateur, de ce générateur, eh bien, en réalité, les constructeurs, ils sont un petit peu intelligents. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, ils vont mettre ici un atténuateur. D'accord? On va supposer que c'est un atténuateur de 10 dB. Ça veut dire qu'il va multiplier par 1 sur 10, n'est-ce pas? Alors, dans ce cas-là, pour vous sortir 1 watt ici, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ici, ils vont sortir 10 watts. Pour que, après l'atténuation, ils vont vraiment vous sortir 1 watt. Bien. Alors ça, c'est le générateur qui est vraiment cher, c'est celui-là. Alors, on va revoir ce qui va se passer. Donc là, on va sortir 10 watts. Après atténuation, ça va sortir 1 watt. 1 watt, il va arriver ici. Il va être réfléchi, n'est-ce pas? 1 watt. Alors, ce qui va être réfléchi, quand il va repasser par l'atténuateur, qu'est-ce qui va me sortir ici comme puissance? « 0,1 watt. » 0,1 watt, très bien. D'accord? Bien. Ben maintenant, que regarde ce générateur? Il voit qu'il est en train d'avoir une puissance d'émission qui fait 10 watts et il voit une puissance réfléchie qui fait 0,1 watt. Ça veut dire le module de gamma au carré en termes de puissance, parce qu'en termes de puissance, c'est gamma au carré, ça fait 0,1 sur 10. C'est la puissance réfléchie. Sur puissance incidente, ça fait 0,01. Ça veut dire que le coefficient de réflexion maintenant est égal à combien? Parce que ça, c'est gamma au carré, c'est 0,01, c'est 0,1. Alors que tout à l'heure, qu'est-ce que j'avais comme coefficient de réflexion? Que voyait le générateur sans atténuateur? Il voyait un coefficient de réflexion de 1. Vous voyez la différence? On vient de protéger le générateur en installant un atténuateur juste à son sortie. Comme ça, même si quelqu'un fait une connerie, de court-circuiter ou bien de laisser en circuit ouvert la sortie, eh bien, le générateur qui est extrêmement cher ici verra au maximum un coefficient de réflexion de 0,1. Alors que sans atténuateur, il verrait un coefficient de réflexion de 1. Donc, 0,1 watt, il va peut-être l'accepter. Ou bien on va concevoir de telle sorte qu'il va accepter 0,1 watt. D'accord? Généralement, tous les générateurs de bonne qualité, ils ont des atténuateurs en sortie de protection. Bien. Alors ça, c'est un exemple. Autre exemple, dans les chaînes de réception, on va prendre un analyseur du spectre. Allez, on va chercher ici. Spectrum Analyzer. Block diagram. Ah ben voilà, on va prendre celui-là directement. Ça, c'est bien. Vas-y. Voilà. Alors ça, c'est le schéma bloc d'un analyseur de spectre. C'est très connu, c'est pour cela que c'est très facile de trouver. Il suffit de... D'accord? Alors, un analyseur de spectre, c'est quoi sa fonction? C'est de vous... tiens, on va en parler. Un analyseur de spectre, sa fonction, c'est quoi? C'est de vous montrer, en fonction de la fréquence, vous montrer les amplitudes
des différents signaux qu'il voit à son entrée, que vous connectez à son entrée. D'accord? C'est-à-dire, vous venez, ça c'est l'entrée, input. Imaginez qu'il y a plusieurs fréquences, d'accord? Et son objectif, c'est que sur son afficheur, il va vous afficher les différents spectres, les différentes fréquences qu'il voit à son entrée. D'accord? Bon, alors, regardez, la première des choses avec laquelle on commence, regardez, c'est un RF atténuateur. On commence par un atténuateur. C'est la première des choses qu'on rencontre. Pourquoi? Parce que si jamais les signaux que vous connectez à votre analyseur de spectre, imaginez que vous connectez directement une antenne, hop, d'accord, directement à l'entrée de l'analyseur de spectre. Normalement, il devrait vous afficher toutes les fréquences qu'elle va capter. Mais si jamais il y a une fréquence qui est très puissante, d'accord, ben vous risquez carrément de détruire votre circuiterie interne et surtout le mélangeur qui est très sensible à des forts signaux. Donc, la première des choses, on commence par atténuer le signal jusqu'à ce qu'on s'assure qu'il n'y a pas de signal fort. Et puis après, on commence par réajuster. Vous voyez bien que c'est un atténuateur ajustable. D'accord? Ok, après, on commence à... Ici également, vous avez un filtre IF. Et ici, vous avez un gain ajustable. Et qu'on va compenser ce gain avec cette atténuation que vous avez ici. Plus vous augmentez le gain, plus vous diminuez celle-là pour compenser le gain total de la chaîne. Donc, autre application, c'est de protéger la circuiterie d'un système si jamais les signaux qui arrivent, ils sont trop forts par rapport à ce que peut supporter le système. Bien. Bref. Bon, normalement, vous avez un schéma comme ça. Est-ce que vous avez vu que j'ai envoyé le manuel de TP? Est-ce que vous avez vu que j'ai envoyé le manuel de TP? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Alors, normalement, ce sont les TP qu'on aurait dû faire. Ou bien qu'on devrait faire, ou bien je ne sais pas comment ça va se passer. Alors, c'est pour cela que, voilà, je remercie certains étudiants qui m'ont envoyé des références à certains TP en ligne sur YouTube, et en regardant un petit peu le manuel de TP que je vous ai envoyé, ça va vous éclaircir un petit peu sur ce qu'il faudrait chercher sur Internet, quelque chose qui ressemble à ce qu'on aurait dû faire ou bien ce qu'on devrait faire en salle de TP. Donc, vous avez les lignes de transmission, on va chercher quelque chose qui va faire en impulsionnel à mesurer les longueurs de câbles coaxiaux, à mesurer la vitesse de propagation sur le câble coaxiaux. Puis après, vous avez une deuxième partie sur l'adaptation d'impédance. Hein, et puis après, vous avez sur les antennes. Bon, il y a quelqu'un qui m'a envoyé sur les antennes également comment faire les diagrammes de rayonnement. J'essaie de rassembler tout ça et je vais les filtrer. Voilà, je voudrais les filtrer et après, on fera des séances de commentaires comme si on était en train de faire cet épée. Bon, malheureusement, en ligne. Voilà. Oui, ça me rappelle quelque chose dont je voudrais vous parler également. C'était une anecdote, quelque chose qui m'est arrivé. Alors donc, je voudrais juste revenir à ça. Alors pour ce générateur, est-ce qu'il est content ou pas? Est-ce que ce générateur est content? Normalement, non, monsieur. Alors, pourquoi? Il envoie 10 watts et simplement 0,1 qui revient, il devrait être content. Monsieur, mais il produit 10 watts, mais il n'utilise seulement 1 watt. D'un point de vue rendement, parfois on oublie le rendement.
Si on fait un trade-off entre le rendement et la protection d'un générateur qui coûte vraiment des milliers d'euros, ou bien de dollars, ou bien 20,000 30,000 dirhams, c'est pas grave. C'est facile d'ajouter un amplificateur de 10 watts. C'est très facile d'ajouter un amplificateur de 10 watts. Il n'y a pas de problème. D'accord. Donc, point de vue protection, il est content. Et il est content. D'un point de vue protection, il est très content. Il envoie 10, il voit que le 1 centième revient. Oh, c'est très bien, 1 centième. D'accord. Eh bien, alors que normalement, c'est un court-circuit. On devrait récupérer 100% de l'énergie. D'accord. Bon, alors je vais vous parler d'une anecdote réelle qui m'est arrivée. Et bon, bon, avant les téléphones portables et tout ça, un petit peu avant, euh, euh, les pompiers de Tanger faisaient appel à nous à chaque fois qu'ils avaient des problèmes sur leur système de communication par radio VHF. Bon, alors normalement, vous avez là où se trouvent toutes les voitures des pompiers. Bon, on va les schématiser comme ça. D'accord. Et ils ont des radios VHF. D'accord. Chaque voiture, il a un radio VHF pour communiquer avec la station qui est là quand ils sont dehors. Imaginez que quelqu'un a appelé, il y a un petit problème, alors ils sortent. D'accord. Et quelque part par là, alors soit, normalement, ils utilisent ces radios pour communiquer entre eux. Bon. Alors, normalement, la communication, elle ne va jamais directement de ce point à celui-là, hein, parce qu'il y a des obstacles et tout ça. Alors, toutes les communications, ils vont à travers un répéteur que l'on trouve, pour ceux qui sont de Tanger, je veux le Slokia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît Slokia? Qui شي واحد يعرف سلوقية؟ Non, peut-être Fermilet. Non. Oui, monsieur. Voilà, Slokia, il y a plein d'émetteurs, il y a même les émetteurs BD1 et ainsi de suite, parce que c'est un point assez haut sur Tanger et qui couvre une bonne partie de Tanger. Bon, bref. Alors, donc, normalement, les communications, ils vont plutôt entre là et là. Hein, et ici, vous avez un répéteur qui couvre un petit peu sur Tanger pour communiquer avec les radios. Bon, avec les véhicules, les ambulances. Bien. Alors, un jour, ils nous ont appelés, enfin, c'est-à-dire qu'ils nous ont appelés, c'est-à-dire la Voix d'Amérique. Ils ont dit, il n'y a plus de communication, on n'arrive plus à communiquer avec les voitures, et il n'y a rien. Bon, c'est un problème. Alors, bon, alors c'est un problème, comme c'est un problème général, donc probablement, c'est un problème qui se trouve au niveau du répéteur. Bien. Alors, on est arrivé au site pour voir. Alors, voilà le site, je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer. Alors, ici, vous avez un émetteur. Ici, vous avez une tour. Et ici, vous avez un câble coaxial qui monte jusqu'aux plusieurs antennes. Je vais mettre juste une seule. Bien. Apparemment, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ici. Alors, soit c'est l'émetteur, soit c'est le câble, soit c'est l'antenne. Il n'y a pas mille choix. Alors, la première des choses, quand on fait un diagnostic comme ça, la première des choses, on soupçonne l'émetteur, parce que c'est la partie active, généralement, qui tombe en panne. N'est-ce pas? C'est pas une antenne, c'est juste des fils. C'est très rare que ça tombe en panne. D'accord? Donc, on soupçonne, premièrement, c'est l'émetteur. Alors, pour tester l'émetteur, ce que l'on fait généralement, on isole l'émetteur. D'accord? D'accord? On connecte à sa sortie ce qu'on appelle une charge fictive. 50 ohms de grande puissance, hein, c'est pas, hein, qui va accepter dans 100 watts, par exemple, parce que c'est des émetteurs qui utilisent à peu près 100 watts. D'accord? Et on intercale un petit appareil qui mesure le TOS. Alors, on active l'émetteur
Et on voit qu'il n'y a aucune réflexion et qu'il y a bien une transmission de 100 watts. Bird VSWR meter. Bird. Je pense que je me souviens de son nom. Bird. Bird. Forward. Non, la marque c'est Bird. VSWR. Ah oui, voilà, c'est celui-là. Bon, c'est celui-là également, suivant les puissances que vous voulez mettre et tout ça. C'est inaccessible. Inaccessible, il n'y a pas de problème. On va pouvoir voir celui-là. Bon, il y en a plusieurs. Ça également, c'est un appareil qui fait mesure du TOS, SWR and Power Meter. Il fait les deux. Il mesure la puissance et il mesure le TOS. Vous voyez, il y a deux afficheurs ici. Un qui vous montre un petit peu le forward power, c'est écrit ici, et l'autre qui vous dit, voilà ce qui est réfléchi. D'accord? Et les lignes rouges, ça mesure le TOS. D'accord? Alors, si le needle, si l'aiguille passe au maximum de là à là, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez un forward power maximal, vous n'avez rien de réfléchi, et vous avez un TOS. On va regarder ici, ça c'est TOS infini, puis après 3, 1, 2, après un TOS de 1. Ça c'est parfait. Si jamais l'aiguille, elle passe de là à là. En bref, moi ce que je voulais montrer, c'est le Bird. Alors, est-ce qu'ils ont toujours le Bird ici? En tout cas, c'est un appareil qui ressemble à ça. Le Bird, voilà. Voilà, c'est celui-là. Alors, normalement, on l'intercale. Copier l'image. Oh, on va travailler tranquille ici. Alors, c'est ce qu'on met ici, entre les deux. Hein, on prend l'émetteur. Ça fait c'est comme si c'est un TP. On prend l'émetteur, on connecte avec un câble coaxial ici. D'accord? Et ici, on va mettre une charge fictive, c'est quantum. Et on active l'émetteur, c'est-à-dire on l'allume. Alors, normalement, cette aiguille, hein, elle va passer et elle va vous donner également combien de watts de puissance incidente. Et si vous renversez Hada, parce qu'il y a de deux sens, un sens comme ça, et si vous l'inversez, il va vous afficher la puissance réfléchie. D'accord? Bon, on a fait le test. En tout cas, il nous a dit qu'il y a 100 watts qui part, rien qui est réfléchi. Ça veut dire que l'émetteur est bon. Bon, notre charge fictive, elle est bonne. Donc, l'émetteur n'est pas à inculper. Il passe. On s'est dit, donc, peut-être que c'est l'antenne. Alors, donc, on sort l'antenne, on descend l'antenne et on fait une mesure de l'antenne. Alors, l'antenne, pour la mesurer, il faut un analyseur de réseau. Hein, un analyseur de réseau. Alors, soit un analyseur de réseau. Normalement, c'est ce que vous aurez en TP. Soit, on peut directement connecter, au lieu de mettre la charge fictive, hein, on met directement notre antenne sur Terre sans câble, sans la ligne de transmission. Et on refait la mesure, tout va bien. Bon, c'est bizarre. Alors, on met maintenant l'appareil, on le remet ici. On le remet ici et on teste l'émetteur. Alors, l'appareil nous dit qu'il y a une transmission de 100 watts et il y a 0 watts qui revient. Ça commence à devenir intriguant. Alors, ça veut dire que tout passe l'énergie Kamlamchet, il n'y a rien de réfléchi, l'antenne elle est bonne, l'émetteur est bon, mais il n'y a aucune puissance rayonnée et reçue par les petits radios VHF. Bon,
après plusieurs recherches, finalement, on a trouvé que c'était le câble qui était fautif. Mais comment ça se fait que le câble est fautif et qu'on n'a pas de TOS ou VSWR? Eh bien, ce câble, il est devenu, il y a eu des cracks dans le câble et il y a de l'eau qui commençait à s'infiltrer dans le câble et le câble, il est devenu trop résistif. Autrement dit, il est devenu comme si c'était un atténuateur. Un atténuateur tellement grand que ça ressemble exactement à l'exercice que je vous ai donné, à l'exemple que je vous ai donné ici. Alors, au lieu maintenant que l'atténuateur soit localisé, c'est un atténuateur sur toute la ligne. Sur toute la ligne ici. Ce qui fait que quand l'émetteur fonctionne, dit 100 watts, la 100 watts, comme là, elle est dissipée dans la ligne et rien n'arrive à l'antenne. Et le peu qui aurait pu revenir, il est complètement dissipé sur la ligne, c'est-à-dire que le générateur ici, il voit que c'est parfait. Il n'y a aucune réflexion. Mais en fait, en réalité, ce qui se passe, c'est que toute l'énergie était dissipée sur le câble. Donc, il n'y avait pas de problème pour l'antenne, il n'y avait pas de problème sur l'émetteur, mais c'était le câble qui était fautif. C'était très… On s'est cassé la tête à trouver ça parce que quand on fait un test comme ça ici et que rien n'est réfléchi, directement on pense que l'antenne et le câble coaxial, ils sont bons parce qu'il n'y a pas de puissance réfléchie. Quand vous testez l'émetteur sur une charge fictive, il est bon, bah c'est bon. Alors qu'est-ce qui n'est pas bon? Bon ben, ça nous a pris un certain temps pour découvrir que c'était le câble qui était devenu un pur atténuateur. Bien, c'est juste une information entre guillemets. Bien. Alors, c'était quoi la question? Quel est le facteur de bruit d'un atténuateur? Voilà. Alors, on cherche à trouver un schéma équivalent de l'atténuateur. Alors, ces atténuateurs, attention, ce n'est pas juste un diviseur de tension. Hein, ces atténuateurs doivent être calculés. Un atténuateur, on en fabrique très facilement. Comme ça. Ça, c'est un atténuateur. Par exemple, vous avez R1, R2, c'est la même chose, R1, et ici, R2. Ici, vous avez votre générateur, et ici, vous avez votre charge. Alors, c'est un atténuateur qui doit respecter les impédances de sortie et d'entrée. Ça veut dire que si je mesure ici l'impédance ici, je dois trouver 50 ohms pour que le générateur soit bien chargé. Hein? Si je mesure ici, je dois trouver une impédance avec Zin est égale à 50 ohms. D'accord. Alors, les relations pour les calculs, ça se trouve sur Internet. Si vous allez sur Internet, vous allez trouver ça. Mais bon, alors pour l'atténuateur qui nous concerne, regardez, par exemple, il faut prendre ici, j'ai cherché, il faut prendre ici 150 ohms, et ici 150 ohms, et ici, il faut prendre 37,5 ohms. D'accord. Alors, si on fait ça, alors on va essayer de voir quelle sera l'impédance vue à l'entrée. Alors, là, entre là et là, vous avez deux résistances en parallèle, n'est-ce pas? 50 avec 150. Donc, si on fait le calcul de l'impédance 1, donc ça fait 50 fois 150 sur 200. Alors, ça vous fait une impédance de 37,5 ohms. 37,5 ohms, donc entre là et là. En série avec celle-là, 37,5 plus 37,5, ça fait combien? Ça fait 75 ohms. Alors, ce 75 ohms va être en parallèle avec ce 150. 75 en parallèle avec 150, ça vous donne exactement 50 ohms. Donc là, on a, donc, vu d'ici, on a vraiment une impédance de 50 ohms. Donc, le générateur, il est très content. Mais la puissance, elle va être entre là et là, elle va être divisée par 4. Hein? La puissance injectée ici, vous trouvez ici que le 1/4. Le reste, il est dissipé par ces résistances, mais tout en gardant
tout en gardant un système séquentome. Alors, si vous regardez de ici, ben, puisque tout est symétrique, c'est la même chose, ça fera séquentome. Donc, on ne va pas utiliser un diviseur de tension comme ça. Hein, on ne va pas se dire, hop, allez hop, je vais mettre ici séquentome. D'accord? Je veux diviser par 10, je vais mettre par exemple 1 kilo-ohm et ici 10 kilo-ohm. Ça va faire 1 sur 1 plus 10, ça fait 1 sur 11 kilo-ohm ou quelque chose comme ça. Mais ça ne respecte pas l'impédance vue d'ici, c'est plus 50 ohms. Donc on ne va jamais utiliser des trucs comme ça. D'accord? On va utiliser des atténuateurs comme ça. Alors soit en pi, ça c'est ce qu'on appelle un atténuateur en pi, parce qu'il ressemble à pi, soit des atténuateurs en T, dans ce cas-là, il y a des résistances qui sont comme ça. Bon, il y a d'autres configurations, bon, ça ne nous intéresse pas. D'accord? Bon, alors celui-là également, si vous calculez d'un point de vue puissance, vous allez trouver que si vous injectez une tension ici V, vous allez trouver ici une tension égale à V sur 2. Par conséquent, en termes de puissance, parce que vous allez élever ça au carré et ça au carré, ça divise par 4. Donc c'est un diviseur par 4 en puissance. C'est juste pour vous montrer, pour faire un atténuateur, il n'y a pas plus facile. Il faut juste s'assurer que ces résistances, ce sont des résistances qui fonctionnent très bien en haute fréquence. Si jamais on veut faire un atténuateur haute fréquence, il faut s'assurer qu'ils vont accepter les puissances dissipées. Hein. Si vous injectez 10 watts, et c'est un diviseur par 4, donc il va rester 2,5 watts ici. Ça veut dire que 7,5 watts, ils doivent être dissipés par ces résistances. Donc, on ne va pas prendre n'importe quelle résistance. Les petites résistances, c'est des résistances de 1/4 de watt. Hein, ça ne sera pas suffisant pour dissiper cette puissance. Donc, il faut prendre des résistances un petit peu plus grosses. Bien. Alors, on en revient, c'est maintenant qu'on arrive à l'exercice. Qu'est-ce qu'on veut? Eh bien, si vous prenez un atténuateur qui fait une atténuation L, alors si vous injectez un signal S input, qu'est-ce qui va sortir? En linéaire, il va sortir SI sur L. D'accord? Alors, si vous injectez un bruit NI, bon, qu'est-ce qui va sortir ici? Il va sortir NI sur L, n'est-ce pas? Plus le bruit ajouté à l'intérieur. N ajouté. Eh bien, il se trouve que ce bruit-là, puisqu'il est émanant d'un bruit thermique, et quelle est l'impédance vue en sortie ici? L'impédance vue d'ici, c'est une impédance 50 ohms, n'est-ce pas? C'est une impédance 50 ohms, c'est une résistance 50 ohms. Et à quelle température? Elle va être à la température à laquelle se trouve cet atténuateur. Si c'est une résistance qui se trouve à une température T0, eh bien, il va sortir tout simplement la puissance ici, ça doit être égal à K fois T0 fois B. Parce que tout ça se trouve à la température T0. Alors, si ce que j'injecte également, c'est une résistance qui se trouve à la température T0, ici, vous avez K T0 fois P. D'accord? Donc, la puissance, le bruit, on ne peut pas l'atténuer. Hein? Vous ne pouvez pas atténuer le bruit. Hein? Vous pouvez mettre un atténuateur. Parce que le bruit, même si vous atténuez, si jamais un système se trouve à une température T0, il va quand même vous sortir un bruit qui est égal à K fois T0 fois P. Donc, finalement, le rapport signal sur bruit en entrée, ça, c'est S out. Alors, si je prends S out sur N out, est égal à quoi? Alors, S out, c'est SI sur L. Le bruit, le N out, c'est quoi? Tout simplement, c'est tout simplement le NI. Parce que c'est la même chose, c'est KTB. Ça dépend que de la température. C'est N out qui est égal à NI. Donc, finalement, vous trouvez que c'est quoi? C'est SI sur NI, le tout sur L. Donc, finalement, le facteur de bruit F, qui est par définition, on a dit SI sur NI sur S out sur N out,
qui est égal à L. Voilà, donc c'est l'atténuation. Donc pour un atténuateur, c'est très facile. Son facteur de bruit est égal directement à son atténuation. Donc on n'a pas à chercher dans la fiche du constructeur qu'est-ce qu'il donne comme facteur de bruit. Donc ici, directement, à chaque fois que vous avez un atténuateur, ici, eh bien, la température qu'il va ajouter ici est égale tout simplement est égale à T0, facteur au lieu de F. Donc c'est son facteur d'atténuation, ça sera L moins 1. Voilà. Alors, à chaque fois, donc vous allez voir qu'à chaque fois qu'on va trouver un atténuateur, on va remplacer son schéma équivalent et on va lui affecter une température de bruit est égale à tout simplement T0 facteur de L-1. Et en général, si jamais il y a une température Tx qui est différente de T0, donc ici, on va remplacer par la température à laquelle il se trouve. Voilà. Donc, alors pourquoi on fait ça? Parce que, bon, on a vu l'ampli, parce que toutes les chaînes de réception, regardez, un analyseur de spectre, c'est un récepteur. Un analyseur de spectre, c'est exactement comme un récepteur de radio. À la seule différence, un récepteur de radio, c'est vous qui tournez la fréquence jusqu'à voir un pic. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un balayage automatique de toutes les fréquences et il vous affiche tous les pics visuellement au lieu que ça soit, vous l'entendez comme radio. D'accord? Lui, il fait ça automatiquement et il fait un balayage et regarde toutes les chaînes que vous pouvez recevoir. C'est le que je vous avais montré la dernière fois avec mon récepteur. Ça vous permet de voir toutes les fréquences, tous les signaux qui peuvent arriver, qui peuvent être captés par l'antenne. D'accord? Donc, toutes les chaînes de réception, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver des atténuateurs. On va trouver des filtres. Ça, c'est un filtre. Un filtre, c'est la même chose qu'un atténuateur. Il atténue le signal. Il ne peut pas l'amplifier. C'est un filtre, c'est quelque chose de passif. Il atténue le signal. Et en même temps, c'est lui, généralement, qui fixe la bande avec laquelle on va travailler. Quand on va faire KTB, B, c'est qui la fixe? Ben, le plus petit filtre que vous trouvez ici, c'est la bande que l'on va utiliser. Parce que de toute façon, même si le bruit va commencer à passer, à un moment, c'est le plus petit filtre qui va définir la bande passante de tout le système. Donc, on sait par exemple maintenant comment modéliser un amplificateur, on sait comment modéliser un filtre, on sait comment modéliser un atténuateur, comment modéliser un filtre, d'un point de vue bruit, si vous voulez. Donc, toute une chaîne de réception maintenant, un mélangeur, c'est la même chose qu'un amplificateur, il a un gain et il a un facteur de bruit. Donc, on va le modéliser avec son schéma équivalent. Comme ça, je saurai exactement toute une chaîne, quel est le bruit total généré par une chaîne, parce qu'il ne suffit pas de mesurer le rapport signal sur bruit ici et se dire ah, c'est bon, c'est un très bon signal sur bruit. Mais en réalité, à chaque fois qu'il va passer par un bloc, il va se dégrader. Et la dernière décision pour savoir si c'est un 0 et un 1, elle est faite au niveau du détecteur ou bien du démodulateur. C'est celui-là qui va dire est-ce que c'est un 1 ou un 0. Donc, ce qui nous importe ici, c'est le rapport signal sur bruit juste avant de prendre la décision. Parce que celui-là, peut-être, il est égal à 20 dB, mais on vient de voir juste après un ampli, il est déjà descendu à 14 dB. Et après, il va descendre, il va se dégrader. Donc, ce qui importe, c'est à ce niveau-là. Qu'est-ce qui va se passer? Avant de prendre la décision, si c'est un 0 ou un 1. Bien. Bon, 2 heures, 2 exercices, bah, c'est déjà bien. Donc, ça va aller un petit peu vite maintenant. Alors, j'ai essayé de vous donner comme ça vous saurez au moins avoir une idée de chaque chose, comment on le fait. Alors là, on a quoi? On a une antenne qui est dirigée dans le ciel, vers le ciel, et on voudrait savoir qu'est-ce qu'elle va capter comme température du bruit.
il y a une grande directivité, idéalisée et symétrique en phi, et un rendement de 80%. L'antenne est pointée vers un ciel dont la température est décrite par T de P. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Bon, imaginez que vous avez une petite antenne. Voilà, une antenne ici, on est sur Terre, une antenne qui est dirigée vers le ciel. Alors, une antenne qui est dirigée vers le ciel, donc elle doit avoir un certain diagramme de rayonnement, normalement. D'accord? Ça, c'est le diagramme du rayonnement. On va dire que ça, c'est D de θ et de phi. Mais également, alors ça, il est défini, il est donné par ça. Mais également, il est en train de voir le ciel qui a une certaine température de bruit. Alors, la température de bruit, on nous dit que pour θ entre 0 et 30 degrés, donc dans une certaine zone comme ça, alors il y a 1 Kelvin, et dans une autre zone de là à là, la température du ciel, telle que vue par cette antenne, elle est de 10 Kelvin. Alors, pour le diagramme de rayonnement de l'antenne, ils ont dit on va modéliser ça parce que c'est difficile de faire une intégrale comme ça. Là, on va faire quoi? On va supposer que plus petit que 1 degré, donc on a un gain comme ça, un gain de 1000. Puis après, de 1 jusqu'à 90 degrés, de là à là, ou bien de là à là, parce que c'est un... d'accord? Alors, ça sera combien? Ça sera 10 degrés. 10. Un gain de 10, et là, un gain de 1000. Et maintenant, il faudra faire le calcul de la température que va capter cette antenne. Bon. Alors, pour faire ça, il faut revenir au cours. Vous trouvez d'abord la relation. Voilà, on a dit qu'à chaque fois que vous avez une antenne qui regarde un corps, ben, il va capter une certaine température d'antenne. Et donc, voilà. Alors, pour une température d'antenne, pour une antenne qui a un diagramme de rayonnement de gain G de θ et de phi, la température de bruit est définie par, donc la température qu'elle va capter, il est donné par ça. C'est 1 sur 4 pi, l'intégrale de 0 à 2 pi, l'intégrale de 0 à pi, du gain, fois la température de bruit qu'elle regarde, fois sinus θ, dθ, dφ. Donc, c'est la relation qu'on va utiliser, nous. Et là, on l'a idéalisé parce que, pour pouvoir faire l'intégrale nous-mêmes, sinon, on fait ça sur calculateur. Alors, d'abord, on a ici le gain. Alors que ici, on a quoi? C'est la directivité qui est donnée. Alors, quelle est la relation entre le gain et la directivité? Il y a la relation entre le gain et la directivité. Le rendement fois la directivité. C'est le rendement fois la directivité. شكون اللي قال لي هادشي هذا وشكون اللي فايق معايا؟ أحمد عمران. سي أحمد ولا سي بن مرزوق؟ Non, non, monsieur, c'est pas moi, c'est Ahmed. سي أحمد. Bien. ياك متبعين نتوما ديك لي كور ولا كتسناو حتى الليله الامتحان عاد تبداو القرايه؟ Bien. Donc le gain ici, on va le remplacer par rendement fois donc ici, on va faire le rendement fois la directivité. Alors, donc la température de l'antenne, ça sera quoi? Ça sera 1 sur 4 pi. Alors, l'intégrale de 0 à 2 pi, parce que 0 à 2 pi, il y a
0 à 2pi par la phase phi. Alors, comme ça ne dépend pas de phi, les gains ne dépendent pas de phi, donc des 2 phi, on va sortir, donc ça va faire l'intégrale de 0 à 2pi, dial phi, dial d2 phi. D'accord? On a l'intégrale de 0 à pi de combien? Alors, le gain, ça sera le rendement fois d de θ et de phi, sinus θ, dθ. D'accord? Alors là, on va diviser à 0 pi. On va diviser cette intégrale en petits morceaux. Alors moi, j'avais fait un petit schéma pour voir. Alors normalement, qu'est-ce qu'on a? On va faire comme ça. Alors on a le gain qui fait 1000. Après, il fait 10. D'abord ici, il fait 1000. Après, il fait 10. Alors que l'autre, il fait 10. Il descend jusqu'à 1. Voilà. Alors ça, c'est 0. Ça, c'est 1 degré. Donc ça, c'est moins 1 degré. Ça, c'est 30 degrés. Ça, c'est moins 30 degrés. D'accord? Ça, j'ai essayé juste de faire exactement ce que... Monsieur, pardon. Oui. Si vous l'intégrale, maintenant, T de S θ, non? Je pense. شنو نديرو؟ D de θ, بلا في je pense, parce qu'on a indépendant de phi. هيا ديتو فيها هي خرجنا هنايا. Si, وبالنسبة للتمبيراتور مسيون, c'est T de S, je pense. علاش température elle dépend de θ. Température elle dépend de θ. Oui, mais monsieur, ما درتش l'intégrale هنايا. La deuxième relation, monsieur, la deuxième relation. هي انا نسيتها هنايا. هذه بغيتي تقول. Exactement, monsieur, وكتبقى ديبون فيه. نسيتها هنايا خصني نعملها وصافي. Oui, monsieur, كتبقى ديبون فيه تمايا يعني T de θ. Quand on va diviser les angles هادو, on va diviser par les angles الاولاني. On va diviser de 0 à 1 degré et on va diviser de 1 à 30 et après de 30 jusqu'à 90. D'accord? On va diviser avec l'intégrale 90 à moins 90. Vous voyez ce qu'on va faire? Oui. Cette intégrale, on va la diviser. Alors, 1 sur 4pi, ça fait 1 sur 4pi. L'intégrale de d de phi sur 2pi, donc ça va donner 2pi. Le rendement, il va sortir ici. Puis après, là, on va diviser l'intégrale en plusieurs parties. L'intégrale de 0 à 1 degré, plus l'intégrale de 1 à 30, plus l'intégrale de 30 à 90 degrés. Alors là, le produit que l'on va faire ici, c'est le produit de quoi? C'est le produit de T fois D. La température du bruit du ciel fois la directivité de l'antenne. Alors là, par exemple, entre 0 et 1, alors je vais multiplier, ça sera 1 fois 1000. D'accord? Ici, ça sera 1 fois 1000 fois sinus θ dθ. D'accord? Après, de là à là, ça sera combien? Ça sera 1 fois 10. On a 1 fois 10. Et là, ça sera combien? 10 fois 10. Ça fera 100. D'accord? Tout est bien sûr multiplié par sinus θ dθ. On a sinus θ dθ. C'est bon? C'est bon, monsieur, oui. Merci. Voilà. Donc, il suffit de faire ce calcul. Alors, pour couvrir toute la zone, on tourne de 0 à 2pi et on intègre de 0 à 90. Monsieur, est-ce qu'on doit multiplier fois 2? On ne va pas multiplier par 2 parce que Hadith, jamais il rayonnait dans l'air camel.
dans l'espace. Sur Terre, elle ne rayonne que en haut. D'accord? Elle ne reçoit pas de quelque chose d'en bas. D'accord. A dit, c'est une relation très générale. On rayonne que sur la moitié supérieure. On capte que sur la moitié supérieure. On capte rien en dessous. D'accord. Monsieur, mais on intègre seulement de 0 jusqu'à 90. Exactement, parce que c'est ce qui existe. Parce que, bon, chauffe, d'abord, il y a une sphère, comme ça, une sphère. Pour balayer toute la sphère, il faut faire phi, 0 de pi, pour phi, et θ, il faut varier par exemple, de 0 jusqu'à pi. Nous, on doit balayer une demi-sphère. Pour une demi-sphère, le phi, à dire 2 pi, mais le θ, il suffit de faire de 0 à 90. Oui. D'accord? D'accord, merci. Bon, maintenant, il suffit de faire ce calcul. Alors, il suffit de faire ce calcul. Bon, on va quand même le faire. Alors, ça sera, donc la température de l'antenne, ça sera quoi? Alors, on a 2pi, il y a l'intégrale de 2phi, sur 4pi, c'est celle-là, fois le rendement qui est de 0,8, et on a première partie, donc on a dit, alors ça sera 1 fois 1000, alors l'intégrale du sinus, donc ça fait moins cosinus θ, et entre 0 et 1 degré. D'accord? Plus, alors la deuxième, c'est quoi? C'est 1 fois 10, et on a un cosinus θ, un moins cosinus θ, entre 1 degré et 30 degrés. Plus 10 fois 100, 10 fois 10 plutôt, moins cosinus θ, entre 30 degrés et 90 degrés. Voilà. Donc, si on fait le calcul, alors celui-là, il vous donne 0,15. Celui-là, il vous donne 1,34. Et celui-là, il vous donne 86,60. Et si on fait le calcul maintenant global, on trouve 35,23 Kelvin. C'est à peu près les températures que l'on capte des antennes. Alors, ce que je voudrais insister ici, regardez, la majorité de ce qu'on a, de la température de l'antenne, elle vient d'où? Regardez, elle vient surtout de ça, n'est-ce pas? Et ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? C'est la partie de l'intégrale qu'on fait de 30 à 90. Alors, si on regarde l'antenne, maintenant, la partie de 30 à 90, regardez le diagramme de cette antenne. Alors, le gain maximal se trouve ici. Et tout ce qui est ici, en fait, c'est ce qu'on appelle, ce sont les lobes secondaires. Donc, la majorité, elle vient surtout de ça. Pourquoi? Parce que ce sont les lobes secondaires qui sont en train de capter des températures beaucoup plus grandes que la température du ciel. C'est pour cela qu'on a toujours intérêt à avoir une antenne, quand elle a un diagramme de rayonnement, on aimerait bien qu'il n'y ait pas de lobes secondaires ici, rien. Parce que s'il y a des lobes secondaires, ils vont capter d'autres températures. Et surtout, bon, maintenant, imaginez que vous avez une antenne vraiment comme ça et qui est dirigée vers le ciel, eh bien, les lobes secondaires, ils vont capter la température de la Terre, qui est déjà à 290 K. Et ça, c'est mauvais. C'est pour cela que quand on spécifie une antenne, parfois on parle du gain, et puis quelque part, on parle également de l'amplitude des lobes secondaires, et également le rapport entre front and back, c'est-à-dire devant et derrière, qu'est-ce qu'il y a également comme rayonnement derrière. S'il y a des rayonnements également derrière, celle-là, par exemple, elle est en train de capter également quelque chose derrière, elle est en train de capter la température de la Terre qui est également à 290 degrés. Alors, pourquoi on se casse la tête à ça? Parce qu'on voudrait avoir la température la plus petite possible. Pourquoi on veut avoir la température la plus petite possible? Parce qu'on aura le bruit, on va capter le bruit le plus petit possible. Et si on capte le bruit le plus petit possible, notre système
va être très, très sensible. Le moindre petit signal qu'on reçoit, ça sera suffisant pour être plus grand que le bruit. Donc, tout ce qui est communication par satellite, généralement, on a des températures beaucoup plus petites. Température d'antenne, quand on fait des communications par satellite, c'est dans les 30 à 60 Kelvin, quelque chose comme ça. On va voir notre manuel de TP, si j'arrive à trouver. Cours. Je vais mettre comme TP. Bon, on va prendre l'année dernière, quelque chose comme ça. Manuel de TP. Allez. Manuel de TP, si on regarde le dernier TP des communications par satellite, bah tiens, ça c'est le mélangeur qu'on est en train d'utiliser, c'est le LMB, et bon, c'est le constructeur qui vous donne également son noise figure, voilà. Facteur de bruit, regardez. Facteur de bruit du LMB, regardez ça, c'est 0,8. Bon, c'est pas ce que je voulais montrer, c'est pour l'antenne. Voilà. Antenna noise temperature, vous voyez ça? La température de bruit de l'antenne à laquelle il faut s'attendre pour une élévation de 30 degrés, fait à peu près 35 K. C'est à peu près ce qu'on vient de calculer. D'accord? Donc, il est donné un petit peu par le constructeur si vous ne voulez pas faire ces calculs. Mais le problème, il est donné pour des angles fixes d'élévation. Si vous avez un autre angle, vous pouvez se référer à d'autres choses qu'on a dans le cours. D'accord? Bien. Alors, dans les communications terrestres, malheureusement, dans les communications terrestres, quand on a par exemple une tour, une communication terrestre comme ça entre deux systèmes comme ça, eh bien, ce récepteur, quelle est la température d'antenne ici? Directement, on prend 290 K sans discuter, beaucoup plus grand. Et c'est quoi? C'est la température vue de la Terre. Parce qu'on n'a pas d'élévation pour regarder que le ciel, on regarde carrément presque la Terre. Par conséquent, dans les systèmes de communication terrestre, la température d'antenne, directement et automatiquement, on prend 290 K. C'est beaucoup plus grand que ce qu'on aura quand on fait des communications par satellite. Ce qui explique également ce que j'avais dit tout à l'heure, que les communications par satellite, avec de petites puissances, on peut faire 36 000 km. Pourquoi? Parce que les températures de bruit mises en jeu, ils sont beaucoup plus petites que les températures mises en jeu dans les communications terrestres. Bien sûr, la puissance reçue NI ici, c'est toujours K fois T antenne fois la bande passante du système. Vous voyez, entre 30, 70 et 290, ce n'est pas du bruit reçu. Donc, par satellite, on reçoit beaucoup moins de bruit. Ce qui n'est pas le cas, le cas pour l'antenne qui se trouve sur le satellite. Parce que le satellite, quand vous avez ici, le satellite, il regarde quoi? Il regarde la Terre. Et par conséquent, la température d'antenne ici, directement 290 pour la réception sur satellite. Par contre, pour l'émission sur Terre, pour l'émission, la température que l'on reçoit ici, c'est une température de 35 à 70 K. Beaucoup plus petit parce que il faut faire l'intégrale sur tout ce qu'on voit ici. Donc, vous voyez bien la différence. Donc, quand un objet regarde la Terre, directement, la température captée par l'antenne, c'est 290 K. Par contre, quand on regarde le ciel, il faut faire ça. Sauf si jamais vous êtes en train de regarder et qu'il y a le soleil qui est derrière. Alors là, vous allez capter une température beaucoup, beaucoup plus élevée qui va faire en sorte que vous n'allez rien recevoir. Enfin, ça va dégrader votre rapport sur N beaucoup parce que c'est le N qui va augmenter. Le C ne va pas changer. Par contre, c'est le N qui va augmenter parce que c'est la température captée qui va augmenter.
Voilà, on prend une pause. Est-ce qu'il y a des questions avant de prendre la pause parce que je ne vais pas revenir sur cet exercice. Il n'y a pas de questions.